à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette édition des Minutes de l'X organisée par l'Executive Education de l'École Polytechnique et relative aux matériaux énergétiques. Mon nom, Serge Chanchol, directeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation de l'École Polytechnique. Je suis en charge de faciliter les échanges entre les participants et les intervenants, en particulier de leur transmettre vos questions. Alors, les questions ne sont pas orales. Dans la partie basse de la fenêtre Zoom, vous avez une icône questions et réponses. En cliquant dessus, une zone apparaîtra à droite de la fenêtre Zoom sur laquelle vous pourrez écrire vos questions auxquelles les intervenants répondront après leur présentation. La présentation durera une quarantaine de minutes environ, suivie d'une vingtaine de minutes de questions-réponses. Je vous conseille de rédiger vos questions tout au long de la présentation de façon à maximiser le temps de réponse. Les intervenants sur ce sujet sont Julie Diani et Antoine Launay. Julie est normalienne de Cachan. Après un doctorat sur le comportement élastique et l'endommagement des matériaux élastomères, Julie est entrée au CNRS, puis a obtenu son HDR à l'UPMC et depuis 2012 est directrice de recherche au CNRS. Son expertise porte sur le comportement mécanique et l'endommagement des matériaux polymères. Elle a reçu en 2015 The Sparks Thomas Award de la division élastomère de l'American Chemical Society pour l'ensemble de son travail sur le comportement mécanique des élastomères. Julie a intégré le LMS, le laboratoire de mécanique des solides, en 2016, où elle anime maintenant le pôle matériaux. Par ailleurs, elle porte la chaire industrielle X-Arkema intitulée Design and Modeling of Innovation Materials. Antoine Launay est polytechnicien et Insta. Après des premiers travaux chez PSA sur l'auto-échauffement et la fatigue des élastomères, Antoine soutient une thèse sur le comportement cyclique et la fatigue de composites à matrice thermoplastique avec renfort de fibres de verre courtes, puis développe les applications pour les matériaux étudiés. Il intègre ensuite le bureau d'études d'Héraclès, du groupe Safran, où ses travaux portent sur le dimensionnement des chargements des moteurs à propergol solide. En 2016, il devient responsable d'une équipe de modélisation et simulation numérique en dynamique et aérodynamique au bureau d'études propulsion solide d'Airbus Safran Launches, qui est devenu depuis d'ailleurs Ariane Group. Depuis 2020, Antoine est responsable de la conception et de la réalisation de démonstrateurs technologiques en propulsion solide dans le cadre de la préparation de nouveaux marchés. Julie, Antoine, c'est à vous. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Bonjour à tous. Serge, merci pour l'introduction. Merci aux organisateurs pour l'invitation qui met à l'honneur la mécanique des matériaux. Donc aujourd'hui, avec Antoine Launay, nous allons parler d'un cas d'étude qui a permis à la recherche académique et à la connaissance industrielle de progresser ensemble. Alors, je suis chercheur au CNRS et les deux missions principales des chercheurs du CNRS sont d'abord d'améliorer, de faire progresser la connaissance et dans un second temps, d'être utile à la société. Mon domaine de recherche est la mécanique des matériaux, qui est une science de l'ingénieur. La mécanique des matériaux a des frontières communes avec la chimie, la physique, les mathématiques appliquées. Et ce qui va particulariser un petit peu le travail du mécanicien, c'est d'avoir en ligne de mire la définition de lois de comportement tridimensionnelles qui vont être utiles au calcul, au dimensionnement de pièces, d'ouvrages, de structures. Alors, en mécanique des matériaux, on a besoin de faire des caractérisations expérimentales du comportement mécanique. On va observer les microstructures et leur évolution sous chargement mécanique. Ceci pour définir la relation entre microstructure et propriétés mécaniques pour avoir des lois de comportement tridimensionnelles qui ne soient pas seulement descriptives, mais aussi prédictives du comportement mécanique des matériaux. On s'intéresse aussi à l'endommagement et à la rupture. Alors, on voit qu'il y a un très fort couplage entre des efforts de développement expérimentaux et puis de modélisation. Et notre domaine de recherche
induit forcément des partenariats importants avec les industriels. Et j'ai cité ici l'ensemble des industriels avec lesquels le laboratoire de mécanique des solides de l'École polytechnique travaille actuellement. Alors, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je dois d'abord dire que c'est un travail qui a fait l'objet de la thèse de Foucault de Franqueville, qui était encadré par mon collègue Pierre-Gilles Ormini et moi-même. Et ce travail était suivi de la part de l'industriel par Aude Vandebroek, qui est ingénieur docteur chez Ariane Group. Le travail consistait à étudier l'impact des propriétés d'interface matrice-charge sur l'endommagement local et le comportement macroscopique de matériaux propergol. Alors, nous allons d'abord introduire ces matériaux énergétiques et c'est Antoine qui va le faire pour nous. Oui, bonjour à tous, merci Julie. Alors, la propulsion solide ou propulsion à propergol solide, c'est la technologie propulsive qui est retenue pour les étages d'appoint d'un bon nombre de lanceurs spatiaux dans le monde. Alors, elle permet de délivrer en particulier avec une grande fiabilité une poussée très importante au décollage. Et si on veut prendre des exemples, donc là on a une image d'Ariane 5 au décollage, une photo, et on a donc quelques schémas de lanceurs. Et donc à titre d'exemple, les 4 moteurs latéraux à propergol solide de la future Ariane 6, donc ces 4 moteurs P120 qui font chacun 145 tonnes de propergol, délivreront 14 000 kN, soit à peu près 92% de la poussée au décollage. Alors comment se constitue un tel moteur? On coule du propergol. Le propergol, c'est le matériau énergétique. Donc, on coule du propergol dans un réservoir qui est composite ou métallique et qui fait également office de chambre de combustion. Le propergol brûle du centre vers l'extérieur, donc le centre en blanc vers l'enveloppe externe. Donc, il brûle en couches parallèles en quelques dizaines de secondes. Et donc, l'ensemble en combustion anaérobie et en ambiance extrême. Donc, on est à plus de 100 bars et plus de 3000 Kelvin dans la chambre. On génère un volume très important de gaz qui sont accélérés par la tuyère servant à diriger la poussée. Et donc, on génère la poussée selon un principe d'action-réaction. Donc, cette technologie de propulsion est également employée sur les étages du missile stratégique français, le M51, et également avec des applications différentes. Par exemple, avec des chargements cette fois-ci réalisés sous forme de pastilles, ça permet de gonfler de façon très rapide et très sûre les airbags pour la sécurité pour les véhicules, les automobiles. Alors maintenant, sur la planche suivante, qu'est-ce que le propergol? C'est un matériau qui est un matériau composite que l'on charge de façon très importante pour être le plus énergétique possible. On a ainsi classiquement, pour un propergol comme celui des boosters Ariane 5, donc un matériau qui est à 68% en masse, c'est du perchlorate d'ammonium, donc c'est une molécule oxydante, donc on le dénommera AP, donc c'est l'acronyme en anglais. Donc une alternative au perchlorate d'ammonium, ça peut être le RDX, une autre molécule énergétique. Donc presque 70% en masse, 20% en masse d'aluminium, un réducteur cette fois-ci, et le tout est noyé pour sa mise en forme dans environ 10% de liant élastomère. Alors, il faut comprendre qu'un propergol est avant tout formulé dans l'optique d'une recherche de la performance propulsive. Il est ensuite réglé du point de vue balistique, c'est-à-dire qu'on cherche à maîtriser sa vitesse de combustion. Il ne doit pas brûler trop vite pour ne pas excéder la pression de dimensionnement de l'enveloppe métallique. Et il ne doit pas brûler trop lentement non plus, puisqu'il faut générer suffisamment de gaz pour une poussée suffisante. Ensuite, on s'assure de la compatibilité du propergol avec des contraintes très strictes de sécurité industrielle en environnement pyrotechnique. Et enfin, vient la constatation des caractéristiques mécaniques, qui sont pourtant indispensables pour maximiser le remplissage du moteur. Donc il faut qu'on formule un matériau qui présente un allongement, une contrainte à rupture suffisante, une bonne ténacité. Il faut également maîtriser son module élastique, ses propriétés de dissipation qui pilotent à la fois les contraintes locales et les amplitudes de réponse dynamique, par exemple. Alors, quand on dimensionne mécaniquement un chargement propergol, l'événement principalement redouté, c'est l'apparition de fissures dans ce bloc de propergol, que ce soit lors du cycle de réalisation, son stockage ou lors du fonctionnement, lors du tir.
En effet, si on a une fissure, alors ça pourrait conduire à une surface en combustion beaucoup plus importante que prévu, et donc à une pression supérieure à celle pour laquelle l'enveloppe est dimensionnée. Donc ça se traduit par un emballement de la combustion, voire on peut aller jusqu'à la rupture de la structure composite ou métallique, et donc là c'est l'accident dramatique. Donc c'est un peu le paradoxe qu'il faut avoir en tête sur les propergols. Ce sont des matériaux énergétiques bien avant d'être des matériaux mécaniques, et pourtant la mécanique est au cœur de la fiabilité des propulseurs. Voilà, alors donc quand Ariane Group vient nous voir pour développer, ils sont en cours de développement de nouveaux propergols et évidemment, ce sont des matériaux qui sont de plus en plus énergétiques et ils n'ont pas besoin de nous pour tout ce qui est question chimie, optimisation de la propulsion. En revanche, on va venir les aider à essayer d'optimiser donc les propriétés de rigidité et de ténacité pour éviter la fissuration dans ces matériaux. Alors, généralement, l'industriel, sur un essai simple de traction uniaxiale, vient donc mesurer l'effort en fonction de la déformation de l'échantillon et vient tracer donc des courbes de comportement qui sont efforts en fonction de la déformation. Et la rigidité, ça va être en quelque sorte la contrainte maximale que va pouvoir absorber le matériau, et la ténacité, ce sera l'énergie qu'il peut emmagasiner avant de casser, donc à peu près l'air sous cette courbe. Et on va devoir finalement comprendre l'impact de la microstructure et du comportement des phases constitutives sur ces deux propriétés mécaniques. Alors, les difficultés sont nombreuses. D'abord, on a affaire à des matériaux fortement hétérogènes, avec donc évidemment le comportement de la matrice et le comportement des charges très différentes, mais en plus des contrastes de phase très importants, puisque la matrice, il faut imaginer que c'est un peu comme du silicone, très mou, et la charge est quasiment rigide. Ce type de matériaux renforcés par des charges, eh bien, leur comportement va dépendre de la taille, de la forme, de la fraction volumique des charges. Et là, on a des très forts taux de fraction volumique de charge. Et puis, ce sont des matériaux, comme on peut le voir ici, où très rapidement, on va avoir de la décohésion de la matrice autour des charges. Et donc, il va falloir prendre en compte les propriétés d'interface matrice-charge. Et puis, en plus, on est en grande déformation, puisqu'on atteint des déformations qui sont de plusieurs dizaines de pourcents. Alors, quelle va être notre démarche? D'abord, il va falloir casser la complexité du problème, simplifier le problème. Ensuite, faire des observations expérimentales qui vont guider notre intuition. Et puis, enfin, proposer une modélisation qui soit suffisamment riche pour pouvoir représenter l'ensemble des éléments d'ordre 1 dans ce comportement. Et évidemment, on va chercher à avoir une comparaison quantitative, mais parfois déjà une comparaison qualitative va déjà permettre de comprendre beaucoup de choses et d'aider l'industriel. Alors, casser la complexité du problème, comment va-t-on faire? Déjà, pour atteindre les taux de charge dont a parlé Antoine, eh bien, ces matériaux sont renforcés par une distribution de taille de particules importante, mais on sait que l'endommagement est localisé au niveau des grosses charges. Donc, on va tamiser des charges et on va faire un matériau avec des charges monodisperses, donc de perchlorate d'ammonium ou de RDX pour être représentatif. Et puis, on va prendre le cas où la matrice sera renforcée par 20% en masse de particules d'aluminium très fines, 3 microns, pour encore se rapprocher du matériau réel. On va voir que l'utilisation de charges monodisperses, elle va vraiment nous simplifier la tâche pour ce qui est de la modélisation, et tout en permettant quand même de capturer les effets importants dans ces matériaux. Alors, on va tester d'abord très simplement par des essais de traction uniaxiaux la matrice. On voit que c'est une matrice qui est très molle, avec des charges
peu importante, mais qui peut grandement se déformer. Là, on est à 100% de déformation et on va identifier le comportement de façon simple par une densité d'énergie hyperélastique. Ici, c'est le modèle d'Ogden. Et puis, ce qui est intéressant dans les 3 matériaux qu'on a choisis, si on regarde leur comportement en traction uniaxiale, eh bien, on a des réponses très différentes, d'accord, avec des matériaux qui vont pouvoir tenir des contraintes plus importantes mais casser tôt, matériaux qui vont avoir des contraintes beaucoup plus faibles, mais casser bien plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a testé ces matériaux dans une enceinte Faris qui permet de mesurer la variation de volume et donc d'observer l'apparition de défauts, de cavités dans le matériau. Alors après, quand le volume augmente, on est incapable de faire la différence entre le fait que ces cavités grossissent ou alors le fait que d'autres cavités apparaissent. En revanche, ce qu'on sait, c'est que quand il y a un changement de courbure de cette courbe, c'est que des fissures débouchantes apparaissent et donc, évidemment, c'est assez logique, intervient la fissuration totale des échantillons. Si on va regarder l'endommagement par des observations au microscope électronique à balayage, au niveau local, ce qu'on voit, c'est qu'en effet, on voit ici à peu près pour 15% de déformation, on voit des cavités apparaître autour des charges. Ces cavités, elles sont réparties un petit peu partout dans le matériau et ça, c'est vrai pour nos 3 matériaux. En revanche, si on vient regarder de façon encore plus locale en zoomant sur une charge, ce qu'on voit, c'est qu'on a des choses assez différentes, avec dans le cas du perchlorate d'ammonium dans une matrice chargée à l'aluminium, eh bien, beaucoup de fibrilles. La matrice reste attachée par ces fibrilles aux charges. Dans le cas du perchlorate d'ammonium seulement, une décohésion totale de la matrice autour des charges. On voit des cavités, on ne voit quasiment pas de fibrilles. Et puis, avec le RDX, quelque chose d'un petit peu entre les deux, avec quelques endroits avec des fibrilles et puis des endroits où la matrice s'est complètement détachée des particules. Donc ça nous donne des informations sur l'adhésion particules-matrice. En revanche, ce n'est évidemment pas suffisant pour aller prédire les différents comportements qu'on a pu obtenir. Et donc, on va avoir recours à une modélisation. Alors, une modélisation de type homogénéisation numérique, où on va faire une représentation de notre matériau. Alors, évidemment, on ne peut pas faire un calcul sur l'ensemble de la microstructure, mais ce qu'on peut faire peut-être, c'est aller générer des petites microstructures qui soient suffisamment petites pour pouvoir faire des calculs, mais suffisamment grandes pour être quand même représentatives du comportement de nos matériaux. Là, va se poser tout un tas de questions du type combien de particules dois-je mettre dans ma boîte, comment les répartir de façon bien aléatoire, est-ce qu'une bonne dispersion géométrique induit un comportement isotrope, c'est-à-dire un comportement qui ne va pas dépendre de la direction de chargement. Donc là, il y a tout un processus, pendant le processus de génération du matériau numérique, il y a tout un tas de questions auxquelles on va devoir répondre. Ensuite, eh bien, on va résoudre le problème mécanique de façon assez simple, classique, par élément fini. Donc là, se posent d'autres questions sur les raffinements de maillage, les tailles de mailles, qui sont des questions assez classiques. Et puis, dans notre cas, pour pouvoir prendre en compte les propriétés endommageantes à l'interface matrice-charge, on va avoir recours à des modèles de type zone cohésive, où en fait, on va dire qu'entre la particule et la matrice, il y a un comportement de type ressort, où finalement la contrainte va dépendre du déplacement. Et ce comportement, il va être élastique jusqu'à ce qu'on atteigne une contrainte critique, où là, il va commencer à s'endommager, s'adoucir. Et si on arrive à la déformation critique delta F, eh bien, on a une séparation totale de la matrice et de la charge. Voilà. Alors, la première étape,
construire nos microstructures, pour ça, on a commencé par positionner de façon aléatoire des petites particules qu'on a mis en mouvement par dynamique moléculaire en les faisant grossir. Ça va nous permettre d'obtenir des très forts taux de renfort avec quand même une répartition très aléatoire. Ensuite, une fois qu'on a obtenu ces boîtes, pour pouvoir faire des charges polyédriques, puisqu'on a vu qu'on avait des charges qui n'étaient pas sphériques mais polyédriques, on utilise le centre de ces sphères pour discrétiser l'espace en volume de Voronoi, polyèdre de Voronoi, qu'on va ensuite faire rétrécir pour pouvoir mettre la matrice, et puis qu'on va mettre en mouvement pour pouvoir avoir des choses du type une arête ou un sommet face à une face, quelque chose de vraiment bien aléatoire. Donc là, il y a un gros travail de création de microstructures. Comme on a représenté une petite boîte par rapport à un matériau, la taille du matériau, il va falloir, il y a en fait un côté statistique, et donc il va falloir réaliser un certain nombre justement de microstructures pour obtenir un comportement moyen qui soit représentatif de la réalité. Alors, on peut commencer par s'intéresser au comportement linéaire en petites déformations, sans endommagement à l'interface particule-matrice. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de choses dans la littérature, et puis ça va nous permettre de valider notre travail de génération de microstructures. Alors, il y a pas mal de choses dans la littérature, mais il y a quand même des questions qui restent ouvertes. Et donc, si par exemple, on se pose la question de combien de réalisations je dois faire, c'est pas tout à fait clair, hein, suivant le matériau auquel on a affaire, suivant les contrastes de phase et formes des particules. Et donc, nous avons réalisé 20 microstructures, et on voit qu'on a des comportements qui oscillent autour de la valeur moyenne attendue, et puis que selon les microstructures, on va avoir quelque chose de plus ou moins isotrope. Et donc, on peut se poser la question de l'intérêt de caractériser géométriquement ces microstructures avant de faire des calculs qui peuvent être coûteux. Et pour ça, donc, on a eu recours à deux fonctions. D'abord, une fonction qui est la fonction de corrélation à 2 points. Ce qui est intéressant sur cette fonction, c'est qu'elle va nous permettre de repérer l'isotropie, la bonne isotropie ou l'anisotropie de nos microstructures. En effet, lorsque la microstructure est isotrope, on a une symétrie sphérique. Donc là, c'est la symétrie sphérique idéale. Ici, par exemple, ce qu'on obtient quand on a un ordre, et on voit que sur 2 microstructures que nous avons réalisées, on voit dans le cas où on est dans le cas ici de la représentation 6, on a quelque chose qui est bien plus symétrique, et ici quelque chose qui est probablement plus ordonné, et donc ça va nous permettre d'aller choisir celles qui sont le mieux désordonnées. La deuxième fonction, c'est une fonction de distribution du plus proche voisin. Cette fonction, elle va nous permettre de repérer les possibles clusters ou les paquets de particules. Si on veut avoir un matériau où les particules soient bien réparties, on veut éviter en effet les paquets. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a extirpé finalement les meilleures microstructures, on a fait des calculs, et ça nous a permis de comparer le comportement expérimental mesuré sur les essais de traction que vous avez vus, mais sur la partie linéaire, c'est-à-dire les petites déformations, et la mesure du module théorique. Et on voit que dans le cas du matériau renforcé par du perchlorate d'ammonium avec une matrice avec des charges aluminium, et dans le cas du matériau RDX, on a une comparaison expérimentale théorique qui est très satisfaisante. On note que ces résultats d'homogénéisation numérique corroborent les résultats d'homogénéisation à champ moyen de type modèle autocohérent généralisé. Donc ça, c'est un élément qui valide
d'autant plus nos microstructures. Cependant, on repère que dans le matériau perchlorate d'ammonium sur une matrice sans charge d'aluminium, on a quelque chose qui est très décevant. Et pour essayer d'expliquer ça, en fait, on est allé rechercher des microstructures qui avaient une bonne isotropie, mais qui montraient une distribution des plus proches voisins peu satisfaisante. Et en faisant des calculs sur ces microstructures, on a obtenu un module de Young de l'ordre de 8,5 au lieu de 3,5. Donc, on n'est pas encore au 18,5 expérimental, mais on donne déjà une piste possible d'explication pour ce matériau. Cela pourrait venir d'un mauvais mélangeage, de problèmes de clustering, peut-être de chemins de percolation, mais attention, les chemins de percolation, normalement, doivent nous montrer de l'anisotropie. Alors, les remarques que vient de proposer Julie sont un exemple particulièrement intéressant d'un sujet qui est traité sous l'angle académique, scientifique, et pourtant qui soulève des réflexions pour l'industriel. En effet, on a une question récurrente qui se pose, qui est celle de savoir ce que sont nos matériaux à l'intérieur même du propulseur. Pourquoi? Parce qu'on a parfois du mal à comprendre le comportement résultant à l'échelle 1 quand on se fonde sur les informations issues des caractérisations élémentaires que l'on fait sur des éprouvettes qu'on vient prélever dans des bacs accompagnateurs. Alors ces éprouvettes de suivi, on ne peut pas les prélever directement dans le chargement principal, parce que ce serait très difficile, parce qu'on viendrait altérer la surface en combustion. Et donc on a nécessairement des biais de représentativité en termes de procédés. Et il suffit de s'imaginer que c'est assez difficile d'obtenir le même gâteau quand on coule la pâte dans des moules individuels ou dans un grand plat. Et donc, on se pose des questions sur des éventuels biais de microstructure entre l'échelle 1 et les éprouvettes de contrôle. Et ça, d'autant plus que Julie nous a montré que les outils d'analyse morphologique ne permettent pas de distinguer aisément que deux microstructures d'apparence semblable. Hein. Tout ce qui a été construit semble de loin aléatoire. Et Julie nous a montré qu'en regardant de près, c'est pas si simple. Et ben des microstructures qui semblent proches vont conduire à des propriétés mécaniques sensiblement différentes. Donc on voit qu'on a un enjeu de recherche à la fois pour la compréhension fine de la mécanique du propergol, mais aussi pour une compréhension plus globale du comportement mécanique sur l'ensemble du propulseur. Voilà, alors maintenant qu'on a validé notre outil sur les petites déformations, on va s'intéresser au problème initial, c'est-à-dire des grandes déformations avec un endommagement au niveau des charges et de la matrice. Alors, les entrées de notre modèle, ce sont les comportements de la matrice et des charges. Donc ça, on les a identifiés. Il n'y a pas tellement de variations de paramètres possibles. Il y a les propriétés de notre interface. Alors ça, en revanche, on a des paramètres de zone cohésive qu'on va devoir choisir. C'est quelque chose qui est difficile à aller identifier expérimentalement. Et puis, on a la géométrie des charges. Hein. On va faire des calculs avec des charges sphériques et puis avec des charges polyédriques. Alors, on va donc soumettre notre petite boîte à des chargements de traction uniaxiale. L'endommagement, il va apparaître au pôle des particules et puis il va se développer. Et ici, en couleur, ce qu'on observe, c'est finalement le déplacement normalisé par delta F, la rupture. Et donc, quand ce déplacement normalisé atteint 1, eh bien, notre matrice est complètement décollée et nous l'avons représentée par une couleur noire. Alors, comme on est en grande déformation, on va devoir encore une étape de vérification et de validation de nos calculs. On a vérifié que d'abord, on avait bien une réponse isotrope de nos matériaux en tirant sur une microstructure selon 3 directions et on voit qu'on a des réponses tout à fait similaires hein, de contraintes de déformation pour l'essai uniaxial. Et puis, on a comparé les résultats entre 2 microstructures différentes, donc deux
jets de billes différentes et on voit qu'on a des choses tout à fait similaires. Donc ça va nous simplifier les choses, c'est qu'on va pouvoir faire un calcul et faire varier beaucoup les paramètres qui nous intéressent. Alors les premiers paramètres qui nous intéressent, ce sont ceux des propriétés d'adhésion. Donc nous avons une microstructure soumise à une traction uniaxiale et puis différents paramètres d'adhésion. Le cas 1 et le cas 2 se différencient par la contrainte à partir de laquelle les microstructures s'endommagent, et le cas 2 et le cas 3 diffèrent par le déplacement à partir duquel la matrice se décolle complètement de la charge. Alors on voit sur les réponses macroscopiques qu'on a 3 comportements très différents. Donc, comme on pouvait s'y attendre, le cas 1 s'endommage le plus tôt. Le cas 2 et 3 s'endommagent au même moment. En revanche, on voit que dans le cas 2, on a une forme très particulière d'inflexion de la courbe. Et en allant regarder l'endommagement local, on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc là, on est dans notre cas à 8% de déformation, donc à peu près ici, et on va regarder les microstructures pour le cas 1, cas 2, cas 3. Donc dans le cas 1, on voit que l'endommagement s'est développé un petit peu partout. À certains endroits, la matrice a cassé, mais c'est réparti de façon assez homogène dans la microstructure. Dans le cas 2, en revanche, on a une localisation sur un plan perpendiculaire à la direction de traction qui va induire en fait ces changements de concavité de notre courbe de chargement. Et dans le cas 3, eh bien, on est dans un cas où finalement la matrice ne se décolle jamais complètement, il reste toujours une structure fibrillaire, elle s'adoucit, hein, l'adhésion s'adoucit au niveau des charges, mais ne casse jamais. Alors, le cas 2, c'est pas quelque chose qu'on avait vu pour nos propergols. En revanche, sur des matériaux modèles, parce qu'on fait aussi des matériaux modèles au laboratoire. Donc là, une matrice caoutchoutique, donc pareil, très molle, chargée très fortement en billes de verre, qu'on a soumise à des chargements de traction uniaxiale, eh bien, on observe typiquement le même comportement que le cas 2 que nous venons de calculer. Et si on regarde ces microstructures automographes, on va voir en effet apparaître des localisations d'endommagement comme nous l'avions présumé par le calcul. Alors, on a vu l'importance de l'adhésion matrice charge. On peut aussi se poser la question de la forme des particules. En effet, on a des charges qui sont plutôt polyédriques et on peut intuitivement penser que des arêtes, des sommets vont générer des concentrations de contraintes qui vont induire un endommagement plus précoce. Donc, on a fait des calculs sur des microstructures avec des charges polyédriques qu'on a comparé aux calculs que nous venons de faire. Donc, toujours nos 3 cas de zone cohésive ou d'adhésion charge matrice. Et ce qu'on observe, c'est que finalement, le comportement des matériaux chargés en polyèdre et ici en bleu, et le comportement des matériaux chargés en sphère ici en rouge sont tout à fait similaires, que la forme de la charge a très peu d'impact et que vraiment ce qui a de l'impact, c'est bien les propriétés d'adhésion au niveau matrice charge. Alors, celles qui sont ici, on voit que les sphères, le comportement des sphères est un petit peu en dessous du comportement polyédrique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé de façon assez consistante. Et cela est dû probablement au fait que finalement, les points d'endommagement les plus critiques sont le cas où 2 sphères sont très très proches. Et ici, nous n'avions pas de distance intercharge minimum imposée. Alors, les comportements, on a vu que les comportements macroscopiques étaient similaires et évidemment, si on regarde localement, les comportements, l'endommagement local est tout à fait similaire pour les 2 types
de microstructures, avec toujours dans notre cas 2, pour les polyèdres, une localisation de l'endommagement, alors que dans le cas 1, quelque chose de très bien, qui se trouve très bien réparti dans toute la microstructure. Alors, si on revient à nos matériaux d'intérêt, eh bien, on observe que le premier cas, c'est-à-dire le cas perchlorate d'ammonium dans une matrice chargée en petites particules d'aluminium, ben, ça ressemble beaucoup à notre cas numéro 3 ici. Et si vous vous souvenez, c'est le cas où on avait de l'endommagement vraiment fibrillaire, beaucoup de fibrilles. Donc, ce serait bien le cas où finalement la matrice ne se décolle jamais de la particule. Le cas, pardon, le cas du matériau RDX ressemble beaucoup au cas numéro 1. Ici, nous sommes allés un peu plus loin, donc évidemment, on a un peu de reprise de raideur, mais on peut imaginer que c'est le cas 1 qui a cassé à peu près ici. Et si vous vous souvenez, c'est le cas où on a de l'endommagement un peu partout. Il y a des endroits où ça casse, d'autres endroits où ce n'est pas cassé. Et c'est le cas où on avait à la fois des fibrilles et de la décohésion totale. En revanche, le cas du perchlorate d'ammonium dans la matrice sans charge d'aluminium, ben, nous ne l'avions pas encore obtenu. Si vous vous souvenez, c'est le cas où toutes les particules semblaient vraiment déchaussées de la matrice. Donc, ce qui correspondrait pour nous à un cas où le delta F, c'est-à-dire le déplacement en rupture, est très petit. C'est-à-dire que dès que la matrice s'endommage, eh bien, elle casse. Et donc, nous avons refait un calcul dans ce cas. Donc là, à partir du moment où l'endommagement apparaît, on voit tout de suite, ici, tout de suite, dès que ça s'endommage, on voit du noir, hein, c'est-à-dire que la matrice casse. On a très peu de rouge, de bleu clair. Donc, on a une matrice qui casse dès qu'elle s'endommage et on voit qu'on a un comportement macroscopique qui est tout à fait similaire en forme hein, à ce cas intermédiaire. Voilà. Alors, j'en arrive à nos conclusions. D'abord, on a pu observer que l'adhésion matrice-charge était vraiment une propriété du premier ordre sur l'endommagement local et sur la façon dont l'endommagement local se développait dans la microstructure. Ensuite, le comportement macroscopique bien, dépend complètement de cet endommagement local. Et donc, maintenant, avec la forme du comportement macroscopique, on peut déjà avoir une idée des propriétés d'adhésion dans ces matériaux. Ensuite, on a vu qu'on avait mis en évidence des possibles problèmes de clustering ou de percolation qui engendraient des modules bien plus importants que ceux qu'on pouvait attendre. D'un point de vue plus général, ce travail a amené des éléments sur les volumes élémentaires représentatifs pour des matériaux très fortement chargés en charge monodisperse. On a vu que la géométrie des charges, dans le cas où on avait des facteurs de forme similaires, a finalement assez peu d'impact sur le comportement, même quand on a des grands contrastes de phase. Ce travail, évidemment, amène encore beaucoup de questions. Déjà, on a vu que les questions sur les volumes élémentaires représentatifs étaient seulement résolues partiellement dans la littérature, et donc il y a encore beaucoup de travail en fonction des formes, des taux, des comportements des phases constitutives. Par ailleurs, donc j'en ai pas trop parlé, mais si vous avez regardé les échelles, même les valeurs de contrainte obtenues par simulation numérique étaient très inférieures aux valeurs de contrainte obtenues expérimentalement. Et donc, on a des difficultés pour atteindre des comparaisons quantitatives. Donc là, ça vient pas mal de problèmes numériques. Et enfin,
j'ai montré une représentation du matériau par des microstructures hétérogènes. On comprend bien que utiliser de telles représentations est impossible pour faire un calcul de dimensionnement d'un chargement propergol, hein. Et en revanche, ces microstructures peuvent permettre de définir des lois de comportement de type milieu continu à variable interne qui vont, elles, pouvoir être utiles pour le dimensionnement de chargement propergol. Donc là, il y a tout un travail en fait de changement d'échelle qui, je pense, serait très intéressant. Oui, du coup, je me permets de compléter donc les perspectives scientifiques que Julie a dressées par quelques perspectives plus industrielles. Donc, en tout cas, de ces travaux, on voit assez immédiatement donc on peut tirer une aide pour la formulation des propergols. Quand on demande aux formulateurs des voies d'amélioration pour des meilleurs propergols du point de vue de la mécanique, on comprend de l'exposé de Julie l'importance de travailler typiquement sur l'adhésion entre les charges et la matrice. Donc, c'est vraiment un axe important pour nos formulateurs. Ensuite, ben oui, je rebondis sur le dernier point de Julie. Les équations de comportement à l'échelle macroscopique sont vraiment l'outil qui va permettre aux ingénieurs en bureau d'études de travailler, de dimensionner le chargement. Et la grosse valeur ajoutée du LMS, hein, de ce type de travaux, c'est d'arriver à tisser le lien entre le procédé de réalisation, la microstructure et les impacts sur le comportement macroscopique. Et donc d'arriver à proposer des lois de comportement qui vont être suffisamment simples, je ne sais pas si le mot est le bon, mais manipulables en tout cas en bureau d'études, et suffisamment riches pour intégrer tous les travaux de compréhension que Julie nous a présentés. Eh bien, merci Julie et merci Antoine. Je vais maintenant vous transmettre quelques questions qui sont posées par nos auditeurs. Je vais les poser dans l'ordre d'apparition. D'abord, qu'en est-il des comparaisons entre les modèles et les résultats expérimentaux pour les modules de poisson? Je pense qu'il s'agit du comportement en cisaillement en fait sur des matériaux isotropes. Qu'en est-il du modèle pour le coefficient de Poisson? La comparaison, hein, sur la comparaison entre les résultats Ouais. expérimentaux et les modèles. En fait, ces matériaux, enfin, la matrice, elle est quasiment, alors ce qu'on dit, c'est quasiment incompressible, mais c'est que les modules de cisaillement sont l'ordre du MPa et le module de compressibilité est de l'ordre de 3000 MPa. Donc en fait, nous, dans les calculs, on prend ça en compte donc complètement, hein, en prenant un module de compressibilité qui soit réaliste. Si on met 0,5 comme coefficient de Poisson, évidemment, quand on fait une simulation, on va aller calculer un module de compressibilité sur nos microstructures composites. On va avoir des modules de compressibilité, des composites complètement farfelus. En revanche, et je pense que c'est vraiment la démarche qu'il faut utiliser pour les polymères, c'est-à-dire rentrer un module de compressibilité et un coefficient de, pardon, un module de compressibilité et un module de cisaillement ou un module Young qui soit réaliste. Et après, les calculs se font, les coefficients de Poisson qu'on en tire, ils sont réalistes. Merci. Alors, j'ai une autre question. Est-ce qu'il aurait été intéressant d'utiliser des modèles viscoélastiques isotropes, tridimensionnels bien sûr, pour obtenir des lois de comportement qui peuvent être non linéaires sous certaines sollicitations? Ça, c'est une très bonne question. Je vais commencer et puis Antoine, je pense, pourra aussi discuter parce que je pense que évidemment l'industriel est tout à fait conscient, hein, des problèmes de viscoélasticité, hein, donc pour ma part, évidemment, ce serait très intéressant de prendre en compte aussi la viscoélasticité. En effet, même si on met de la viscoélasticité déjà linéaire, du fait des charges, on doit obtenir des choses non linéaires sur les composites. Donc ça, c'est une étape, c'est une perspective très intéressante. Maintenant, on est allé par étapes et
on est resté aux propriétés élastiques. Bon. Oui, pour donner le point de vue industriel, c'est que la viscoélasticité, c'est un phénomène indispensable à prendre en compte parce que on va dimensionner nos chargements pour des phénomènes sur des très courtes durées. Hein. L'allumage, c'est quelques dizaines de millisecondes, jusqu'à plusieurs années quand on parle de stockage. Donc, le comportement viscoélastique et la dépendance du module, pour parler simplement au temps ou à la vitesse de chargement, c'est fondamental. Alors, une façon de s'en sortir, c'est de séparer les cas de charge, de ne pas tout traiter d'un coup, et donc en fonction du cas de charge que l'on traite, de choisir un module linéaire équivalent. Et donc, de ce point de vue-là, les travaux de Julie permettent. Si, du point de vue scientifique, du point de vue même informatique, hein, on a des réponses efficaces, pourquoi pas les embarquer du point de vue industriel. Mais bon, je pense qu'il y a encore quelques étapes techniques pour y parvenir. Bien, mais ça promet de belles perspectives de recherche. J'ai une question qui me semble un peu plus en aval et pas tout à fait dans le sujet qui nous concerne, mais elle est posée par un ancien d'Ariane et qui dit: comment extrapolez-vous les propriétés des matériaux dans les domaines où il n'est pas possible de faire de mesures, à très haute température par exemple? Alors, je vais tempérer en disant que pour ce qui concerne le propergol, en fait, forcément, quand on se dit quand on est en fonctionnement, ça chauffe. C'est en fait pas tout à fait vrai parce que le front de chaleur, finalement, ne va pas significativement plus vite que le front de combustion. Et donc, en fait, le propergol travaille essentiellement à température ambiante et paradoxalement, du point de vue du mécanicien, le propergol, c'est un matériau froid. Contrairement aux matériaux sur la tuyère, hein, bien sûr, où là, il y a potentiellement la personne qui pose la question le sait sans doute s'il vient du Hayan, s'il vient d'Ariane Group. Donc là, il y a des techniques de mesure très pointues qui sont développées pour les matériaux de l'ensemble arrière. Mais là, c'est un autre sujet. Effectivement, la personne qui posait la question est un ancien d'Hayan. Une question, on range dans les questions un peu d'ordre plus général et on demande comment pouvez-vous donner un peu de détails sur les causes numériques que vous avez exposées pour expliquer les différences entre les résultats et les mesures. Alors oui, je sais exactement d'où vient le problème. Le problème vient, si vous avez regardé la loi de zone cohésive, donc j'ai parlé des paramètres TC et delta F. En fait, la raideur avec laquelle on atteint TC, cette raideur, elle est très importante. Je pense réellement, et nous, numériquement, on est très limité, on a des modules relativement faibles, parce que dès qu'on met une raideur importante d'adhésion, on a vite un calcul qui diverge. Alors, il y a peut-être des solutions qu'on n'a pas vues, mais bon, je suis désolée pour la réponse un peu technique, mais voilà. Mais on sait d'où viennent les difficultés et malheureusement, elles ne nous semblent pas très simples à résoudre. Ensuite, j'ai une question qui est plus, disons, prospective et surtout qui s'interroge sur la relation entre le modèle et l'application chez l'industriel. Quelle amélioration concrète et quantifiable dans l'industrie aérospatiale peut être associée à cette étude? Alors, vas-y. Les adjectifs concrets et quantifiables, je vais essayer d'y répondre, c'est pas simple. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on développe des nouveaux lanceurs, c'est des temps de développement qui sont longs, qu'on essaie de réduire. Hein. On développe Ariane 6 en deux fois moins de temps qu'on a pu développer Ariane 5, par exemple. Et donc, un enjeu de ces travaux de compréhension, in fine, ça va être de réduire le nombre d'essais que l'on est contraint de faire à l'échelle 1. Ce sont des essais très coûteux, à la fois du point de vue des sous, du budget, et également du point de vue du calendrier. Ces briques de compréhension fines vont permettre d'améliorer la maîtrise des marges de dimensionnement que l'on a. On va avoir des lois de comportement plus précises, donc on va pouvoir mieux évaluer la marge entre le cas de charge que l'on considère et ce que l'on sait que le matériau va pouvoir supporter. Et donc,
réduire le nombre d'essais. Donc c'est quelque chose qui est concret, quantifiable. Après, bah, on va retrouver ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, hein. C'est des lois de comportement plus riches qui vont s'appuyer sur ces travaux de compréhension et intégrer plus de phénomènes physiques. Ça, c'est moins concret peut-être. Et ensuite, j'ai plutôt une question sur les pistes de progrès pour la mécanique des matériaux énergétiques. Alors, je pense que c'est encore une question pour Antoine. Oui, ce que l'on recherche, c'est formuler des propergols plus énergétiques, hein, capables de meilleures performances propulsives. Du point de vue de la mécanique, donc, ça va être comment vivre avec ces molécules qui, vont potentiellement présenter des propriétés moins bonnes, hein. On l'a vu, la différence entre le RDX et le perchlorate d'ammonium, hein. Donc ce qu'il faut voir, c'est que du point de vue de la mécanique, c'est faire en sorte que la mécanique ne soit pas un point bloquant à l'introduction de ces nouveaux matériaux, de ces nouvelles molécules énergétiques, et donc proposer aux formulateurs des pistes pour améliorer la tenue, donc travailler sur l'adhésion lien-charge, hein, concrètement, même si du point de vue du chimiste que je ne suis pas, c'est loin d'être simple. Merci Antoine. Et maintenant, j'ai un ensemble de questions plutôt qui vont porter, et ça c'est plutôt c'est pour Julie. On a vu qu'en fait, on se pose des questions entre les relations modèles et puis résultats expérimentaux. Et en fait, quelles sont les difficultés que rencontre le laboratoire pour avoir des simulations quantitatives cohérentes, disons. Alors, au niveau modélisation, il nous faut des moyens de calcul, hein, toujours plus puissants. On a vu, j'ai essayé de montrer, hein, l'intérêt d'avoir une modélisation micromécanique, hein, ce qu'on appelle une modélisation micromécanique. Ça, c'est des simulations qui coûtent cher. Et donc, déjà, il faut avoir des moyens de calcul importants. Nous, on a un cluster qui maintenant est vieillissant, et heureusement, l'école a choisi de proposer une solution pour l'ensemble des laboratoires. Donc ça, je pense que ce sera un progrès si on a accès à un gros cluster. Après, en mécanique des matériaux, je sais que ce qu'on ne sait pas très bien faire, c'est utiliser le calcul haute performance. Les physiciens et les chimistes le font, enfin, surtout les physiciens, peut-être bien mieux que nous. Et là-dessus, je pense qu'on a peut-être à discuter avec eux pour utiliser les moyens nationaux de calcul. Mais c'est changer complètement nos calculs, puisque les moyens, là, les calculs éléments finis, par exemple, avec des logiciels comme Abacus, c'est utile pour nous. Souvent, c'est utile pour l'industriel qui a le code élément fini. Maintenant, voilà, ça a des limites. Merci Julie. Alors maintenant, j'ai une question peut-être un peu plus générale. Enfin, je pense que tout ce qui a été dit, c'est le point de départ d'études qui pourraient intégrer évidemment beaucoup plus d'éléments. On a tout à l'heure parlé de modèles viscoélastiques. Moi, je me rappelle que notre maître Pierre Habib disait que tout solide est un fluide qui s'ignore, donc on ne l'oublie pas. Et également le fait qu'on pourrait étendre à des milieux anisotropes d'une part, et d'autre part à des milieux poreux, par exemple. Donc, quelles sont les pistes que ça pourrait ouvrir? Alors, sur les milieux anisotropes, complètement, hein. Je veux dire que la simulation qu'on fait, elle ne serait pas forcément beaucoup plus coûteuse au niveau anisotrope, mais expérimentalement, c'est beaucoup plus coûteux, et l'anisotropie pose des difficultés significatives, notamment viscoélasticité et anisotropie, ça pose vraiment des problèmes. Là, il y a quand même, il faut être aussi réaliste par rapport à ce qu'on peut faire, même si on veut faire progresser la connaissance. Si après on n'est pas capable de valider ce qu'on fait, bon,
c'est un petit peu compliqué. Sur l'aspect des matériaux poreux, eh bien, sur des microstructures, j'ai un collègue ici au laboratoire de mécanique des solides, Costas Danas, qui travaille justement sur des sujets tout à fait similaires à ceux que j'ai abordés aujourd'hui, mais au lieu d'avoir des charges, il a des cavités. Voilà, donc ça, ce sont en effet des choses très proches de ce que j'ai pu présenter aujourd'hui. Bien. Je crois que là, j'ai épuisé les questions. On est quasiment à l'heure que nous attendions. Donc, merci Julie et merci Antoine pour cette très belle présentation. Je remercie aussi tous les participants parce que j'espère que cette présentation et les échanges qui en ont résulté vous ont apporté un éclairage nouveau sur la problématique mécanique des matériaux énergétiques que sont les propergols solides. Et bien, je vous remercie, je vous dis au revoir et j'espère aux prochaines minutes de l'X. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup, merci Antoine, très intéressant la préparation de ce séminaire et merci aux organisateurs encore une fois. Merci. Au revoir. Au revoir.